à l'Assemblée nationale et qui me connaissait, j'étais grand comme ça. J'avais des cheveux noirs à l'époque. Je n'étais pas aussi âgé que ce que je suis maintenant. 42 ans quand même, donc ça va. Et quand vous arrivez à l'Assemblée nationale et que vous tombez sur un colosse comme Francis, que vous connaissez un peu, quand il est de bonne humeur, tout va bien. Quand il est moins de bonne humeur, les murs tremblent. Quand quelqu'un ose ne pas être exactement du même avec lui, là, ça tonne. C'est l'orage. Et moi, ça m'a plu. Parce que j'aime les gens qui ont du caractère. J'aime les gens qui ont de l'aspérité. J'aime les gens qui savent où ils vont. J'aime les gens qui n'oublient pas ce que sont les racines et les traditions de notre famille politique. Et j'aime surtout les gens qui font. Et Francis, qu'il a fait ici, dans sa mairie de Franconville, qu'il a métamorphosé, la bataille pour la sécurité qu'il a menée ici, la façon dont il a développé sa mairie en restant attentif à préserver une qualité de vie et à ce que Franconville ne soit pas envahie. Je suis très admiratif de ça et je vous rajoute que c'est un des députés qui connaissait le mieux les sujets de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est quelqu'un qui s'est fait à partir de la base et moi j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est un grand honneur pour moi dans le Val d'Oise d'avoir le soutien de Francis. Un peu de soutien quand même. Hein. Je me permets aussi de dire un petit mot pour François, qui est là. François qui a quand même veillé sur ce département depuis longtemps, que j'ai connu dans un registre un peu différent. François, c'était plutôt le registre du sage, qui me tempérait quand parfois j'avais des ardeurs un peu excessives. Et je remercie aussi François de sa présence. Pour moi, c'est un vrai signe. On a partagé beaucoup de choses ensemble à l'Assemblée. Et je suis très honoré, François, que tu fasses l'effort d'être là. Et puis il y a tous les amis, élus qui sont là. J'ai peur d'en oublier, mais je vais les citer au fur et à mesure. Vous me les applaudirez à chaque fois, que ce soit Roland qui s'est beaucoup impliqué pour l'organisation de la manifestation, que ce soit Anthony qui nous représente aussi le département, qui nous fait applaudir chaleureusement, Jean-François qui est sur la scène et qui représente la partie un peu plus rurale de notre département du Val d'Oise. Merci à toi pour cette sympa. Je pense aussi à Nicole, Marie-Blanche, Isabelle, Athanase et surtout Xavier qui représentera aussi une partie de notre avenir sur ce territoire. Et j'excuse quand même Edwina, qui est notre présidente des jeunes. Son absence est totalement inacceptable. C'est pour un motif qui est inexcusable. Elle se marie ce week-end. Et puis pour le reste, c'est vous que je veux remercier. Vous êtes quand même assez admirable, vous savez. On est les vacances de la Toussaint. On est un samedi. On a pris une quantité de choses dans la figure qui ont de quoi décourager les plus solides. Et vous, vous êtes là. Vous êtes là et vous savez ce qui me touche. C'est que quand j'arrive, il y a la chaleur de votre accueil, tout de suite. Et je sens que vous savez pourquoi vous êtes là. Et je sens que vous n'avez aucune intention de baisser les bras. Il y a quelque chose qui me touche, c'est que quand je rentre dans la salle, il y a un de nos bénévoles qui me prend par le bras et qui me dit « Laurent, ne lâche pas ». Eh bien, je peux vous dire que tant que vous serez à mes côtés, je n'ai aucune intention de lâcher. Et oui, Sébastien, tu l'as très bien dit. Et tu as au fond dit ce pourquoi on est là. Certains ne comprennent pas. Je sais bien que les marcheurs et Emmanuel Macron se rêvent en parti unique et formation unique politique de la France. Et je sais bien qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre qu'il y ait quelque chose qui leur résiste. Eh bien oui, il y a quelque chose d'irréductible. Il y a effectivement quelque chose qui n'est pas à vendre. Il y a quelque chose qui n'est pas à négocier. Il y a quelque chose que nous portons et qui fait que nous sommes là.
Et ce quelque chose, vous le savez, ça n'est pas seulement notre formation politique. C'est une certaine idée de la France. C'est cette idée de la France qui a amené dans des moments où tout semblait abattu. Des personnalités comme le général de Gaulle, des personnalités comme Moreau, des personnalités comme Pasqua, des personnalités comme Céline, des personnalités comme Jacques Chirac, et évidemment des personnalités comme Nicolas Sarkozy. Je vais dire ce soir, ça lui fera plaisir comme je vais lui dire. Et vous savez, c'est important, parce que dans la vie, il ne faut jamais oublier ceux qui nous ont précédés. Moi, je dois beaucoup à Nicolas. Il y a des fois, on s'est mis dessus, non? Mais j'ai toujours été à ses côtés, dans toutes les batailles. Et je suis fier de ce qu'il m'a apporté, et de ce qu'il a apporté à notre famille politique. Parce que lui, le premier, il a réveillé la droite. Et il a redit à la droite, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Et ça, c'est l'héritage de Nicolas. Et personne ne doit l'oublier, parce que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est d'avoir été à un moment capable de sonner le réveil des valeurs de la droite. Et c'est dans cette filiation que moi je m'inscris. Et mes amis, si j'utilise ce mot de la France, ça n'est pas pour rien. Je l'utilise parce que nous sommes à un moment où nous avons un président de la République qui nous parle plus du village globalisé que de la France. Nous avons un président de la République qui nous parle plus de la mondialisation que ce que nous sommes. Eh bien moi je préfère, au triste visage de ce village global, parfois déshumanisé, sans racines et sans frontières, oui, je lui préfère encore ce qu'est le visage de notre vieux pays si attachant qu'est la France. Et c'est pour moi la mère de toutes les batailles, la France. Ce mot par lequel on désigne maintenant depuis 15 siècles, notre pays. Nous qui voyons de l'autre côté des Pyrénées, en ce moment, se déchirer un État-nation. Nous savons à quel point est précieux ce terme qu'est la France. Cette France qui a été construite par la sueur de ses agriculteurs, de ses ouvriers, de ses artisans, qui l'ont bâtie par leurs efforts. Cette France qui a été protégée, parfois par les mêmes qui ont versé leur sang, et certains ici savent ce que cela veut dire. Mais c'est plus que cela notre pays. Parce que par leur effort, ils sont allés même au-delà de ce qu'était le sacrifice de leur vie. Ils ont élevé notre pays au rang d'une idée. Ils ont fait de notre pays la terre de la liberté. La liberté du travail, la liberté d'entreprendre, la liberté d'oser, et la liberté aussi de défendre ce que nous sommes. Parce que je défends le droit des peuples à rester eux-mêmes, à défendre leur identité, à défendre ce qu'ils sont. Il paraît que c'est un gros mot de parler d'identité. Le général de Gaulle parlait d'identité, il parlait de notre histoire, il parlait de nos racines. Je m'inscris aussi dans cette filiation. Je refuse que nous étions pas vivants sur ce que nous sommes. Et si nous sommes là, c'est parce que nous partageons cette vision. Et si je vous le rappelle, c'est parce que je veux que vous compreniez profondément ce qui m'habite et ce que je veux que nous fassions ensemble de notre famille des Républicains. Vous savez, on a un pays qui est extraordinaire. Et quand je viens ici, sur cette terre du Val d'Oise que j'aime, parce que j'aime l'harmonie de ces communes, parce que j'aime le fait qu'on ait su rester à taille humaine, parce que j'aime le fait aussi que ce soit un département qui ait été construit par des classes moyennes qui ont travaillé, et souvent travaillé dur, pour acquérir leur logement, acquérir leur pavillon, et pouvoir se battre ensuite pour pouvoir le transmettre à leurs enfants. Parce que je n'oublie pas aussi toutes les racines du Val d'Oise, celles de Balzac, celles des impressionnistes. Parce que notre pays est extraordinaire quand je vois les visages qui sont ici. Et j'en connais plusieurs ici, des amis, des militants qui ont été à mes côtés quand je n'étais rien, et qui ont été à mes côtés quand j'ai été attaqué, dont je connais les parcours.
qui sont des parcours remarquables d'intégration, et j'en parlerai plus tard, qui disent beaucoup de choses sur des gens qui sont partis de tout en bas, et parce qu'ils ont travaillé, qui ont réussi. Notre pays a un talent fabuleux. Notre pays a des paysages magnifiques. Hier, j'étais en Franche-Comté, presque aussi beau qu'un coucher de soleil sur le Val d'Oise. Et avant-hier, j'étais encore dans le Midi, du côté de Mandelieu. La semaine dernière, j'étais dans l'Anjou, parce que je fais 90 réunions. 90 réunions parce que je vous le dois. Parce que je ne considère pas qu'une élection n'est jamais acquise. Parce que le respect que je veux pour les bénévoles et les militants de ma famille politique, c'est le devoir et le respect que je vous porte de venir vous voir dans chaque endroit pour vous expliquer ce que je veux faire. Et c'est ce que je veux faire ce soir avec vous. Pourquoi je vous parle de ce talent de la France? Parce que de mal nous avons fait à notre pays depuis 30 ans. Au fond, quand vous regardez ce qu'était la France, ce que nous portions, on a pratiquement avec acharnement détruit tous les repères qui étaient les nôtres. On a pratiquement avec acharnement abattu les unes après les autres toutes les fondations qui faisaient la force de notre pays. Qu'est-ce que c'était que la France? La France, c'était un pays qui croyait au travail, qui valorisait la figure de l'ingénieur, de l'ouvrier, de l'agriculteur, de l'artisan, qui se donnait du mal. Et on a basculé dans quoi? La société de loisirs, l'assistanat, le fait qu'aujourd'hui chez nous, quand quelqu'un va travailler, que dans des départements comme les vôtres, il doit prendre les embouteillages le matin, les embouteillages le soir, et qu'il fait l'addition à la fin du mois, eh bien la vérité, c'est qu'en France aujourd'hui, le travail n'est plus reconnu, et qu'il vaut mieux rester chez soi souvent à cumuler les prestations sociales que d'aller travailler. Ça, c'est la vérité. Notre pays croyait à l'autorité républicaine. C'était incarné par des grandes figures politiques. Et cette valeur de l'autorité et du respect était défendue aussi bien à l'époque par la gauche que par la droite. Avec des figures comme Clémenceau, avec des figures comme Gambetta, avec des figures comme Ferry, qui défendaient le sens de l'autorité et du respect. Quand Francis me glisse, tu te rends compte que j'ai été obligé de mettre en place par ma police municipale une politique de sécurité dans Franconville, parce que les commissariats avaient baissé pavillon, parce que les effectifs des policiers avaient baissé, parce que petit à petit, quand une femme allait retirer de l'argent à un guichet, une fois sur deux, elle se faisait agresser. Et que c'est Francis, en tant que maire, qui a été obligé de se substituer à ce qu'était l'autorité de l'État et l'autorité régalienne, parce que l'État n'était plus présent. Et parce qu'on s'est pris cette triste passion d'édicter maintenant qu'en France, il était interdit d'interdire et qu'il était interdit de punir. Eh bien moi, je n'oublie pas cette phrase de Peggy: la première des libertés, c'est l'ordre, et quand il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de liberté. Notre pays, Jean-François, prenait soin de ses communes. Il prenait soin de cette organisation de nos communes. Il veillait à ce qu'il y ait du respect pour les élus de proximité que sont les maires, les seuls dans lesquels nous avons vraiment confiance. Et petit à petit, qu'avons-nous laissé s'installer? Oui, Sébastien, ce que tu as très bien dit. Les territoires perdus de la République. Mais qui ne sont pas seulement les territoires perdus de la République. C'est même pire que ça. C'est devenu les territoires perdus de la France. Nous qui étions pour la laïcité, nous qui étions pour l'intégrité et l'intégration républicaine, nous avons laissé s'installer petit à petit un communautarisme qui a renié l'espace de la République, avec maintenant des territoires entiers dans lesquels les policiers ne vont plus et dans lesquels on professe un langage de haine et de violence contre la République française. Nous étions un pays qui croyait au travail, nous étions un pays qui croyait au respect, nous étions le pays de la laïcité et de l'intégration républicaine. Nous avons basculé dans l'assistanat, nous avons basculé dans l'impunité, et nous avons basculé petit à petit dans le communautarisme. Et nous en sommes malheureux. Parce que nous, profondément au fond de nous-mêmes, nous le ressentons. Nous nous disons tous, parfois en regardant la télé, en écoutant parfois la radio, en ouvrant le journal, mais comment peut-on à ce point-là tourner le dos au bon sens?
Et pourquoi est-ce que plus personne n'a le courage de dire les choses que nous voyons dans notre vie quotidienne? Aucun autre pays ne s'est mis à ce point-là la tête à l'envers. L'Allemagne, c'était le pays des industries, de l'apprentissage et du fédéralisme. Eh bien, l'Allemagne est restée le pays du fédéralisme, de l'apprentissage, des industries et de la défense des classes moyennes. L'Angleterre est un pays ilien qui considère qu'il a raison contre le monde entier et qu'il faut surtout que personne ne vienne l'embêter chez lui. Eh bien, l'Angleterre est restée un pays ilien et qui a refusé que qui que ce soit ne vienne les embêter chez eux. Les États-Unis sont un pays dans lequel on croit au drapeau, dans lequel on croit au self-made man, dans lequel on croit au melting pot américain. Eh bien, quand vous êtes aux États-Unis, il y a des drapeaux américains partout, et quand on est dans une école le matin, on commence par faire le salut au drapeau américain, et ils n'ont renoncé à rien. Et pourquoi on fait cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous un des rares pays à avoir à ce point-là fragilisé toutes nos fondations, toutes les colonnes du temple, toutes les valeurs auxquelles nous adhérions? Parce que petit à petit, nous avons laissé la gauche édicter ce qu'on avait le droit de dire et ce qu'on n'avait plus le droit de penser. Parce que petit à petit, nous avons laissé les censeurs du politiquement correct dans notre pays et les médias décider qui recevait les bons points et qui recevait les mauvais points. Décider qui devait être mis en avant et qui, en fonction des propos qu'il tenait, devait être placé sur le bûcher du politiquement correct pour être immédiatement excommunié. Et de ce point de vue, que s'est-il passé? Eh bien, nous avons démissionné. Parce que nous-mêmes, nous avons intégré. Parce que nous-mêmes, nous avons baissé les bras. Parce que chez bien des élus, même de notre famille politique, c'est petit à petit cette lâcheté qui s'est installée. Et que quand on est sur un plateau télé, combien d'élus préfèrent plaire à celui qui interviewe que d'être le porte-parole honnête et intègre de ce que vous vivez? Le résultat, c'est qu'ils ont décidé à notre place ce qui était maintenant des thèmes sulfureux. On n'a plus le droit de parler d'une immigration excessive. On n'a plus le droit de dire que l'islamisme est un problème dans notre pays. On n'a plus le droit de dire que le communautarisme a beaucoup trop gagné de terrain. On n'a plus le droit de dire que la place d'un délinquant est en prison. Et on a petit à petit abandonné tous ces thèmes. Et parce que nous les avons abandonnés, qui les a traités à notre place? Eh bien, c'est le Front National. Et le terrain que nous avons déserté, il a été récupéré par le Front National et par l'extrême droite. Non pas parce que le Front National proposait des solutions, non pas parce que l'extrême droite proposait des solutions, mais juste parce qu'ils ont été déçus de nos lâchetés, parce que nous n'abordions plus toute une série de thèmes qui étaient les thèmes pourtant de la France, et parce que pire que ça, nous ne devenions plus que la droite dans les paroles et plus dans les actes. Et ce que les Français nous ont reproché, ce n'est pas le fait que la droite en dise trop, c'est que quand on est aux responsabilités, on n'en fait pas assez. C'est cela ce que les Français nous reprochent. Et François, Francis, vous connaissez bien cela. Cette période où, quand on arrive à l'Assemblée nationale et qu'on est de droite, le meilleur compliment qu'on puisse vous faire, finalement, vous n'êtes pas si à droite que cela. Et la réalité, c'est que petit à petit, par rapport au thème qu'abordait le général de Gaulle, par rapport au thème dont traitait le RPR dans les années 90, mais nous nous sommes mis à ne plus parler de rien. Quels étaient les thèmes qui étaient considérés comme étant orthodoxes? Discuter avec la gauche et avec Macron de savoir s'il faut que le déficit budgétaire soit à 3,1% ou à 2,9%. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais la politique, pour moi, c'est autre chose. La politique, c'est pas les techniciens aux petits pieds. La politique, il y faut du souffle, il y faut de l'ambition, il y faut du caractère. Et moi, la politique que j'aime, c'est celle qui se mène avec des grandes charges,
sabre au clair, et où on prend des forteresses qui semblent être imprenables parce qu'on gagne la bataille des idées. C'est cela, la droite que j'aime. Alors oui, cette chape de plomb est tombée sur le débat politique. Et elle a abouti à quoi? Elle a abouti à ce que petit à petit, on a installé une majorité silencieuse dans notre pays. Les Français partagent nos idées, mais on n'a pas le droit. Une majorité de Français sont en colère quand ils voient ce qu'on fait à notre pays, mais ils n'ont pas le droit de l'exprimer. Regardez quelques débats qui sont à mes yeux si révélateurs de la façon dont on a réduit au silence une majorité de Français. Les attentats. Cette espèce de dramaturgie terrible qu'on voit se reproduire maintenant à intervalles réguliers. Avec ces visages qui nous brisent le cœur, où vous avez encore ces deux jeunes filles qui avaient la vie devant elles, qui étaient pleines de joie, pleines de bonne humeur, assassinées lâchement sur cette gare de Marseille. Et quel parent n'a pas eu le cœur serré en se disant « et si c'était les enfants ?» Mais quelle est la réaction dans notre pays? La réaction dans notre pays, c'est toujours la même. On éteint la tour Eiffel, on allume des petites lampes, et immédiatement, on brandit le mot « amalgame ». Pas le droit de faire d'amalgame. Pas d'amalgame, ça veut dire quoi? Pas d'amalgame, ça veut dire qu'on ne met pas un mot sur les choses. Pas d'amalgame, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire la réalité. La réalité, c'est qu'on a laissé l'islam être confisqué par l'intégrisme. La réalité, c'est que maintenant les musulmans modérés sont l'otage des réseaux salafistes qui font régner leur terreur dans les quartiers. La réalité, c'est que le terrorisme ne vient pas de nulle part, mais qu'il est le fruit de cet islamisme qu'il faut combattre. La réalité, c'est que si on ne le dit pas, on ne prendra jamais les mesures qui s'imposent. Le terrorisme est le fruit de l'islamisme, et c'est cet intégrisme qu'il faut combattre. Évidemment qu'il faut que nous prenions les mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent, c'est quoi? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui en France, et le ministre de l'Intérieur l'a gentiment dit, il y a 3 jours, sans en tirer aucune conséquence, vous avez 300 djihadistes qui sont partis en Syrie et qui sont revenus sur le sol français, dont notamment un certain nombre d'entre eux ont même, comble du cynisme, touché les prestations sociales de la solidarité nationale, et qui sont aujourd'hui 150 en liberté sur le sol français sans la moindre surveillance. Eh bien, je réclame l'internement administratif immédiat de tous les djihadistes qui sont sur le sol français. Regardez la façon dont on parle des thèmes économiques. Moi, je suis évidemment favorable à ce qu'on ait des échanges avec tous les pays de la planète. Mais à une condition, c'est que tout le monde respecte les mêmes règles du jeu. Regardez la façon, et ça aussi, ça ne fait pas partie des thèmes qu'on a le droit d'aborder, dont se passent les échanges avec la Chine. Mais à quel moment va-t-on ouvrir les yeux? J'aime bien vous prendre des exemples concrets. J'étais en Franche-Comté, je vous l'ai dit, dans le Haut-Doubs. La Franche-Comté, c'est un département industriel où avant, on fabriquait des meubles. Qu'est-ce que les Chinois ont décidé? Ils ont fermé leurs frontières, on n'avait plus le droit d'exporter des meubles français chez eux. Ils ont copié nos savoir-faire, ils ont acheté les bois de nos forêts, ils les font venir chez eux en containers entiers, maintenant c'est eux qui fabriquent les meubles qu'avant nous fabriquions, et ils les revendent sur le territoire européen, où nous en revanche, nous n'avons mis aucune barrière et aucune protection. Ce qu'ils font pour les meubles, ils l'ont fait pour les TGV, ce qu'ils font pour les TGV, ils sont en train de le faire pour les Airbus, et je ne vois pas au nom de quoi nous continuerions à rester ouverts sur le territoire européen à des pays qui, eux, restent fermés. D'accord pour le libre-échange à une condition, c'est qu'il soit équilibré des deux côtés. Il n'est pas interdit de défendre une stratégie industrielle et un patriotisme industriel. Moi, quand je vois un pneu Michelin, moi qui suis auvergnat, je suis fier d'y voir le drapeau de l'Auvergne et de la France. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, quand il a vendu
Alstom, aux Allemands, sans la moindre vergogne, sans en attendre quoi que ce soit, sans exiger la moindre garantie en termes d'emploi, eh bien moi j'étais écœuré. Nicolas Sarkozy avait sauvé Alstom, Emmanuel Macron l'a cédé en 2 étapes, une fois quand il était à Bercy, et maintenant quand il était président de la République. Il n'est pas interdit pour un pays comme la France de défendre ses fleurons industriels. Et regardez enfin, s'agissant du communautarisme, comme on refuse de regarder la réalité en face. Comme on se cache ce qui se passe dans notre pays. Il y a eu un livre qui était un témoignage accablant, qui est sorti d'un proviseur de collège de Marseille, qui a témoigné sur ce qu'étaient les reculs successifs de la République. Il évoque une série de scènes qui sont extrêmement difficiles, dans lesquelles d'abord il parle de cette situation où il a une professeure d'histoire qui vient le voir et qui lui dit « Je viens d'avoir une émeute dans ma salle de classe parce que j'ai mentionné l'égalité entre les hommes et les femmes et que j'ai 5 gamins de 6e qui ont failli faire une insurrection en me disant que ça n'était pas compatible avec leur religion. » Lourde erreur d'ailleurs, parce que le Coran est parfaitement compatible, quand il est bien interprété, avec cette égalité entre l'homme et la femme. Il convoque les enfants. Et il leur demande « Mais pourquoi dites-vous cela ?» Et ils disent « Mais on a reçu ce livre qui montre bien que dans l'islam, ça veut dire qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. » Le proviseur leur demande « Qui vous a donné ce livre ?» Le surveillant de la cour de récréation. Le surveillant de la cour de récréation dans l'enceinte d'un collège républicain. Ce surveillant, le proviseur enquête, était salafiste. Il était rattaché à une mosquée salafiste du quartier de Marseille qu'il avait volontairement placée à l'intérieur de ce collège avec la bienveillance de quelques élus qui ont cru que comme cela, ils achèteraient des voix. Il a continué son enquête. Il s'est aperçu que non seulement ce surveillant était salafiste, mais qu'il était fichier S. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'enceinte d'un collège, au contact avec nos enfants, vous aviez un individu qui était classé parmi les 1000 individus les plus dangereux de la France. Il alerte le préfet de Marseille. Et le préfet de Marseille lui fait cette réponse confondante, consistant à dire « il n'y a rien à faire, on ne peut pas agir, surveillez-le ». Ça, c'est la réalité de la démission quotidienne de l'école de la République. C'est la même réalité que quand vous avez dans les quartiers des filles qui sont obligées maintenant de baisser la tête et de porter des signes d'asservissement de la femme, parce que sinon, elles se font traiter de putes par les caïds qui font régner la loi à l'intérieur des quartiers. Nous n'avons pas le droit de terminer la réalité. Et je le dis aussi, je n'accepte plus, et Annie, c'est très important chez toi, que certains pays étrangers profitent de notre faiblesse pour étendre leur influence sur le sol français. Quand j'ai été sollicité pour financer un institut intégriste qui était en réalité payé par l'Arabie Saoudite dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai refusé parce que je n'accepte plus que ces pays étrangers étendent leur influence sur le sol français. Et ma conviction, dans cette période où certains ont perdu tant de repères, c'est qu'Emmanuel Macron ne portera pas cela. C'est qu'Emmanuel Macron n'est pas habité par cette vision de la France. Il peut évidemment adopter des réformes techniques qui, sur certains points, vont dans la bonne direction et que nous devons pouvoir soutenir sans le moindre problème. Parce que nous, et c'est l'honneur de notre famille politique, on a toujours placé l'intérêt de la France avant l'intérêt de notre famille politique. Nous ne sommes pas une secte. Nous, c'est l'intérêt de la France qui nous réunit, rien d'autre. Et tout ce qui va dans le sens de l'intérêt de la France, nous le soutiendrons. J'espère même qu'il peut faire un peu mieux que son prédécesseur. La tâche n'est pas insurmontable. Même pour celui qui a été le conseiller de François Hollande à l'Élysée, à mon avis, même Macron doit pouvoir faire un petit peu mieux que François Hollande. Mais ne vous y trompez pas pour autant. Il ne porte pas la vision de la France dont nous avons besoin. Il ne parle jamais de la nation française. Il parle de la Start-up Nation. Il parle de la nation européenne. Il ne parle pas de la nation française. Lui qui a expliqué qu'il n'y avait pas de culture française.
qui à Lyon a expliqué qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il y avait juste des mosaïques. Lui qui à Marseille est allé expliquer que la France était juste une juxtaposition de communautés. Non, monsieur Macron, la France, ça n'est pas une juxtaposition de communautés. La France est un pays dans lequel on apprend à dire nous avec la nation française. C'est cela la France. Quelque chose qui nous dépasse et auquel on attend que chacun puisse adhérer et se retrouver. Et nous refusons de cautionner cette idée que la France, c'est un pays dans lequel chacun oppose aux autres ses différences. C'est un président de la République qui s'apprête à fêter mai 68. On oublie les grandes dates de l'histoire de France. On ne fête pas Austerlitz, on ne fête pas Valmy, on ne fête à peine Verdun, ou encore en s'excusant de l'héroïsme de nos soldats, mais par contre, on s'apprête à sonner, à coup de grandes subventions au réseau des intermittents du spectacle, mai 68, je vous assure que ça va être un plaisir. Et bien, mai 68, chez moi, c'est pas une date que j'ai envie de fêter, parce que de cela, a daté une partie de la Constitution de mon pays. Il a humilié l'armée. Il l'a humilié dans la façon dont il a traité le chef des états-majors. Il l'a humilié dans la façon dont il n'a pas compris ce qu'était l'importance de l'armée sur le sol français et en quoi est-ce que c'était un outil d'intégration et de promotion. Lui qui parle avec tant de mépris des Français. Lui qui explique que soit on a réussi sa start-up, soit on appartient aux Français qui ne sont rien. Lui qui parle des retraités avec tellement d'arrogance. Et qui nous explique que les retraités sont les nouveaux privilégiés de la France. Les vaches à lait qu'on peut ponctionner à merci parce que vous êtes riches et que vous êtes tellement encombrés par l'argent florissant de votre retraite que l'État peut bien vous le prendre pour financer ses folies. Emmanuel Macron ne porte pas cette vision de la France. Et je pense surtout qu'il n'y a pas chez lui ce que moi j'aime, ce que moi j'ai toujours aimé dans nos présidents de la République, cet amour de la France, cette chaleur quand on va vers les autres. Cette sympathie, quand il arrive en Guyane et qu'il a ce comportement arrogant dans une région qui est la deuxième région la plus pauvre de France, celle qui a un taux de chômage à 25%, on peut dire les choses et on les dit avec respect, on les dit avec bienveillance, on les dit avec la chaleur et la protection qu'on attend d'un président de la République. C'est ce qu'avait Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'avait Jacques Chirac. On peut avoir de l'autorité, mais je n'aime pas la froideur, je n'aime pas le mépris pour les Français. Je pense que ce président de la République n'a jamais été élu local. Je pense qu'il n'a jamais connu ce qu'était la misère d'une partie des Français. Je pense que lui, il est passé de la banque Rothschild à l'Élysée, de l'Élysée à Bercy et de Bercy à l'Élysée. Je pense qu'il n'a pas traversé les épreuves. Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est que d'avoir une retraite de 1 000 € et que de se demander comment est-ce qu'on va payer une maison de retraite de 2 000 €. Je pense que tout cela, il ne le connaît pas. Et surtout, ce que je crois, Francis, c'est que pour lui, il faut juste que la France monte dans le train de la mondialisation. Avec tout ce qui est avec. S'il faut vendre nos fleurons, tant pis. S'il faut prendre les vagues d'immigration massive, c'est avec. Si jamais il faut adopter le multiculturalisme, tant mieux. S'il faut aboutir à une France qui soit ouverte à tous les flux financiers et migratoires, on ne peut rien y faire. S'il faut uniquement faire des cadeaux à certains et laisser les autres au bord du quai, la mondialisation est ainsi faite. Je pense que pour Emmanuel Macron, dans sa conception des choses, pour réussir, il faut que la France accepte de se renier. Eh bien moi je crois tout l'inverse. Moi je crois que pour réussir, la France doit se retrouver. Je crois que pour réussir, la France doit retrouver ses fondations. Je crois que pour réussir, les Français aspirent à ce que l'on redonne des bases à notre pays et non pas que l'on s'acharne à le déconstruire. Moi, je crois que la France peut réussir en se retrouvant et je crois que c'est cela la mission des Républicains. Et je pense que les Français l'attendent. Ils attendent que l'on ait le courage. Ils attendent qu'il y ait quelqu'un pour le dire. Ils attendent qu'il y ait une famille politique pour se dresser et porter la voix de toute cette majorité silencieuse qui n'en peut plus de ce que l'on fait à notre pays. Et personne d'autre ne le fera si c'est nous. Mélenchon, pas la peine d'en parler. Quelqu'un qui défend les zadistes, Nuit debout et les insoumis, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est pas avec ça qu'on va sauver la France. Marine Le Pen,
Marine Le Pen a montré son visage, celui de l'incompétence, de l'agressivité, de la haine. Et tant que je m'occuperai de notre famille des Républicains, il n'y aura jamais d'alliance avec des élus issus du Front National. Jamais. Mais mes amis, en revanche, je veux que dans la reconstruction de notre famille politique, nous allions parler à ceux que nous avons déçus. Je veux que nous allions parler à ces électeurs du Front National, parce qu'il n'y a pas 35% de fascistes et d'extrémistes en France, et que nous puissions les ramener avec nous. Je veux que nous parlions à ceux que nous avons perdus et qui sont allés voter pour Macron, ces classes moyennes qui malheureusement vont s'apercevoir qu'une fois encore, avec le budget qu'il leur prépare, ce sont toujours les mêmes qui payent. Je veux à nouveau que notre famille politique rayonne. Je veux à nouveau qu'on puisse rayonner par nos idées et par notre force de conviction. Je veux vous redonner votre fierté. Je ne veux plus que nous soyons une droite qui marche à l'ombre. J'en ai assez que l'on s'excuse. Je suis de droite et je suis fier d'être de droite. Mais il faut que l'on redresse. Parce que tout est en ruine. La première chose d'abord, c'est qu'il faut remettre de l'ordre. Moi, je n'en peux plus d'avoir notre famille des Républicains qui soit dans cette situation. Le bureau politique qu'on a vécu ce mardi, où on n'est même pas fichu d'avoir le quorum pour dégager ces traîtres et ces girouettes qui se sont vendus. Dans la vie politique, c'est le maire du Puy-en-Velay qui vous le dit, on a le droit de se vendre pour un plat de lentilles. Mais on ne se vend pas pour un poste ministériel. Ça, c'est interdit. On ne trahit pas ces conditions. Alors oui, il faut qu'il y ait un capitaine. Et là, il vaut mieux que vous soyez au courant. Moi, je préfère les chefs version Chirac. Un chef, c'est fait pour cheffer. Et chez nous, on n'aime pas que ce soit le foutoir généralisé. Il faut à nouveau que tout le monde tire dans la même direction et que chacun arrête de dire la sienne, parce qu'on n'en peut plus de ces divisions et de ces petits parcours solitaires. Il faut reprendre le sens de l'équipe. C'est ça. La deuxième chose, c'est que vous êtes les militants de ma famille. Vous ne trahissez pas. Vous n'êtes pas là pour quelque chose que vous attendez pour vous. Vous êtes là parce que c'est votre vision de la France que vous défendez. Et petit à petit, dans notre famille politique, c'est quelques chapeaux à plumes à Paris qui ont confisqué la décision. Sur les investitures, Sébastien est bien placé pour le savoir. Oui. Sur le fait d'écouter les élus de terrain, parce que moi je préfère que ce soit les maires, qui aient aussi la voix au chapitre, à l'intérieur de notre famille politique, parce qu'ils sont dans la vie quotidienne, les conseillers départementaux, ceux qui ont les mains dans le cambouis, et les militants. Parce que je suis parfois surpris d'entendre ce que j'entends. Il y en a certains, visiblement, qui ne voudraient pas que ce soit les militants qui choisissent le représentant de notre famille politique. Il y en a certains au sein de notre famille politique qui disent « Quelle horreur! On écoute les bénévoles et les militants de notre famille politique. » Et moi, je ne serais pas là si jamais il n'y avait pas eu au tout début de ma carrière politique des militants qui m'ont accompagné, qui se sont battus pour moi. Et ce que je réclame, c'est que ce soit eux qui puissent avoir voix au chapitre et qu'on arrête d'avoir la direction politique de notre famille qui soit confisquée par quelques apparatchiks qui même ont toujours été incapables de gagner des élections et qui veulent décider à votre place. J'en profite pour ajouter que j'ai pas l'habitude de perdre. J'ai jamais perdu d'élection de ma vie et j'ai pas l'intention de commencer. Comme Sébastien. J'ai gagné mon élection de député quand j'avais 27 ans. J'ai repris la mairie du Puy aux socialistes au premier tour sur une vague de gauche. J'ai gagné ma région Auvergne-Rhône-Alpes, et Francis l'a dit, sans avoir besoin de faire des accords d'arrière-boutique du second tour en allant acheter les voix des socialistes. Et c'est comme ça que je me condamne. Et je vais vous dire aussi ce que j'ai toujours constaté. Parce que je ne vous le dis pas uniquement pour faire le fanfaron, même si de temps en temps ça m'arrive. Ce que j'ai toujours constaté, c'est que les Français préfèrent les hommes politiques qui disent les choses.
c'est que les Français préfèrent les élus qui ont du courage. C'est qu'ils préfèrent qu'on ne cherche pas à plaire à chacun, mais qu'au moins ils puissent se dire « je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais au moins je sais ce qu'il pense ». Je pense que quand nous nous trahissons et que nous cherchons à acheter les bons points des censeurs du politiquement correct, les Français comprennent très bien ce que nous faisons. Et ils comprennent très bien que nous trahissons. Ils comprennent très bien que nous nous renions. Et ils se disent, on ne peut pas leur faire confiance. Je me souviens des attaques qu'il y a eu contre notre famille politique. Celles qu'il y a eu contre Nicolas Sarkozy. Celles qu'il y a eu contre Jacques Chirac. Chirac facho, comme on disait à l'époque. Et celles qu'il y a même eu contre le général de Gaulle, qu'on qualifiait de dictateur. Eh bien, je ne connais pas d'homme politique qui ait mieux rassemblé les Français pour une raison, c'est que quand il parlait, il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il disait ce qu'il croyait. Moi, c'est cela, la politique que j'aime. Alors, je ne recule pas. Et je veux bien que vous le compreniez. Je ne recule pas. Je ne me renie pas. Vous voyez la vigueur des attaques. Vous voyez la violence avec laquelle ils se déchaînent, parce qu'ils ne veulent pas que nous reconstruisions la voie de la droite. Mais vous voyez aussi que pas un moment je ne lâche. Que pas un moment je ne baisse le pavillon. Parce que je veux que vous compreniez que j'ai compris ce message, qui était que la droite ne devait plus maintenant reculer. J'ai compris ce message qu'il fallait que la droite assume la totalité de ses valeurs. J'ai compris ce message que vous avez été tant de fois par le passé déçus et que cette fois-ci, c'est notre dernière chance. Oui. Cela, je le fais non seulement dans mes discours, mais je le porte aussi dans tout ce qui est mon action politique. Et dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, j'applique avec la même détermination tout ce que je vous dis, parce que je veux que vous puissiez aussi me juger, pas seulement sur ce que je vous dis, mais aussi sur ce que je fais, à la façon dont Francis a porté nos convictions dans sa mairie de Franconville. Sur quel projet est-ce que je veux que nous rebâtissions la famille des Républicains? La majorité silencieuse d'abord, c'est celle qui croit à l'école. L'école, c'est la mère de toutes les batailles. Redresser l'école, c'est ce qui fait que parfois nous ne comprenons plus la façon dont elle a évolué. Nous qui étions attachés à cette école des hussards, dans laquelle on faisait d'un fils ou d'une fille issu de milieu modeste, quelqu'un qui faisait la fierté de sa famille parce qu'on lui avait inculqué le travail et l'effort. Qu'est-ce que c'est que cette école maintenant, dans laquelle on nivelle vers le bas, dans laquelle au lieu de tirer tout le monde vers le haut, on s'ajuste sur celui qui en fait le moins? Est-ce que c'est cela l'école de la République? Qu'est-ce que c'est que cette école dans laquelle, au lieu d'enseigner l'amour de Victor Hugo et de Lamartine, on étudie sur des textes de rap ou sur la façon de rédiger des SMS? Moi, je crois que l'école doit construire, et non pas qu'elle doit déconstruire. Je crois que pour apprendre, un élève n'apprend pas seul, mais qu'il y faut l'autorité du maître. Je crois qu'il est bon de transmettre des valeurs à nos enfants, et je crois, avec ce que disait si bien la philosophe Simone Veil, qu'éduquer une génération, c'est lui donner quelque chose à aimer, et ce quelque chose, ce doit être la France. La majorité silencieuse, c'est celle qui voit ses enfants se donner du mal. Et j'ai été très marqué par un échange que j'ai eu avec un militant de notre famille à Chalon-sur-Saône. Il vient me voir. Et il me dit, Laurent, moi mon père est ouvrier. Et ma mère travaille à l'ADMR. Je ne pense pas que vous avez l'ADMR. Si. Et vous avez l'ADMR? Très bien. Vous voyez ce que c'est que le salaire d'une femme qui fait du portage de repas à domicile pour des personnes âgées pour pouvoir maintenir le maintien à domicile. Salaire modeste. Il me dit, j'ai toujours eu dans ma famille, on m'a dit, t'es comme ça, et il ne faut pas faire comme ça. Tu dois travailler et te donner du mal. J'ai réussi mon bac avec une mention très bien, pas si facile. Depuis, je fais des études de droit, j'en suis à ma 2e année, et j'ai réussi ma 1re année avec les félicitations de Michel. Je dis bravo. Il me dit oui, mais attention. Quand on a sollicité les bourses, quelle réponse nous a été faite? Ah non, vous êtes au-dessus des seuils. Vous êtes au-dessus des seuils parce qu'en France, quand vous avez vos 2 parents qui ont le malheur de travailler, vous êtes au-dessus des seuils. Vous appartenez aux classes moyennes.
Vous appartenez aux familles modestes qui sont systématiquement les oubliées en France. Eh bien, la première décision que j'ai prise dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de rétablir les bourses au mérite pour les étudiants de toutes les familles. Toutes les familles. La majorité silencieuse dans notre pays, elle est attachée à notre système social. Moi, je suis attaché à notre système de solidarité. Et la droite que je défends, c'est aussi celle qui va puiser aux racines du gaullisme social. Qui n'oublie pas que tout le monde peut avoir un moment difficile. Qui n'oublie pas la situation de ces gens qui ont 55 ans, qui sont licenciés du jour au lendemain, et qui ensuite, quand ils cherchent un emploi, on leur dit « vous êtes trop vieux ». À 55 ans, et il y a encore 7 ans à travailler. Qui n'oublie pas la situation de nos jeunes, parfois si difficile, dans lesquels vous cherchez votre premier job, et on vous dit non, vous n'avez pas d'expérience. Et comment on fait pour avoir de l'expérience si personne ne vous donne votre chance? Moi, je défends le fait qu'on puisse accompagner ceux qui se donnent du mal, ceux qui se retroussent les manches. Mais ceux qui se retroussent les manches. Parce que dans le même temps, j'en ai assez, que alors qu'on n'aide pas suffisamment ceux qui se donnent du mal, que de l'autre côté, on ferme les yeux sur ceux qui tirent sur la corde. Sur ceux qui, eux, se mettent en arrêt maladie parce qu'on est la veille d'un grand week-end et que c'est le moment de prendre quelques jours. Ceux qui, quand ils arrivent à Pôle emploi et qu'ils essayent de chercher un job, il paraît que je n'ai pas le droit de dire ça. On tombe sur des conseillers de Pôle emploi qui parfois leur disent « Vous avez 2 ans d'assurance chômage, restez un peu tranquille chez vous, vous reviendrez dans 1 an. » Parce que ça, c'est la vérité. Et que moi, j'ai des amis auxquels ce discours a été tenu et que personne ne me fera taire. Oui, en France, il y a trop de gens qui font la promotion de l'assistanat au lieu de leur dire « Vous avez obligation de vous aider à trouver un job. » Le social auquel je crois, c'est le social par le travail. Je ne crois pas au social par l'assistanat. Je crois qu'on n'aide pas quelqu'un en lui versant des prestations sociales à la fin du mois sans rien lui demander, parce qu'on l'enferme dans une spirale mauvaise. Je crois que la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de l'inciter à se retrousser les manches et à repartir du côté du travail. Et je crois qu'il faut qu'une bonne fois pour toutes, dans notre pays, en contrepartie du RSA, nous exigions que chacun fasse des heures de travail d'intérêt général. La majorité silencieuse, c'est celle qui enrage de voir toutes les charges, tous les impôts supplémentaires qu'elle doit payer tout le temps. Et qui, de l'autre côté, constate que du côté de l'État, on ne fait jamais d'économie. Je suis auvergnat. Je ne vois pas pourquoi vous riez. Un auvergnat, c'est pas radin. C'est économe. Ça n'a rien à voir. Économe. Mais moi, j'aime pas le gaspillage de l'argent public. Et quand je vois que là, dans ce budget, les ministères parisiens vont augmenter de 7 milliards d'euros leurs dépenses. Quand je vois que dans le fonctionnement de ces ministères, il n'y a aucune économie qui est faite, alors que dans le même temps, on veut mettre à la diète nos communes, dont là, on sait que l'argent qui est investi, lui, permet de faire des choses. Moi, ce que je demande, c'est qu'au niveau des ministères parisiens, on fasse la même chose que ce qu'on fait dans nos collectivités locales, en essayant d'avoir une bonne gestion. Ce que je demande à M. Macron, c'est que ce ne soit pas à nouveau toujours les mêmes qui payent l'addition. Quand je vois la façon dont ils sont en train de préparer une réforme des allocations familiales, ou qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent mettre sous condition de ressources les allocations familiales. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est à nouveau ceux qui travaillent qui vont être ponctionnés et auxquels on va supprimer les allocations familiales. Je ne laisserai pas faire cela, parce que ça n'est pas normal qu'on enlève des allocations familiales à des familles qui sont en France et que dans le même temps, on accepte que des étrangers en situation irrégulière qui arrivent sur le sol français bénéficient de la totalité de la protection de la vie. La majorité silencieuse, c'est celle qui entreprend. C'est celle qui essaie de créer de l'emploi. C'est celle qui se donne du mal. C'est nos artisans, c'est nos commerçants. C'est nos jeunes qui aspirent à créer des entreprises. Et regardez la façon dont on les décourage. Vous prenez un jeune en apprentissage, la première visite que vous recevez pour vous récompenser, c'est celle de l'inspecteur du travail. J'ai connu plus motivant. Vous créez votre entreprise. Le premier courrier que vous recevez en France, c'est celui de l'URSSAF. Vous n'avez même pas commencé à gagner 1 euro que déjà l'État commence à vous demander des charges.
Et autant l'État, lui, peut prendre autant de temps qu'il veut pour vous répondre, autant si vous ne payez pas comme un pendu, vous vous retrouvez avec des pénalités et on vous assomme au lieu de vous encourager. Il faut que nous reprenions l'encouragement d'entreprise. Il faut qu'on ait la fierté de ceux qui sont dans le bâtiment, de ceux qui travaillent. Il faut qu'on défende nos entreprises, ceux qui se donnent du mal, ceux qui construisent la France de demain. Et ce que je veux, c'est que nos jeunes, au lieu de se dire, mais quand on veut réussir et qu'on a envie, il faut passer dans un autre pays, je veux qu'ils se disent, oui, ce pays donne la chance à ceux qui ont de l'audace et ceux qui veulent réussir. Il y a 2 jours, j'étais chez moi au Puy, avec un de mes amis, qui est d'origine kurde, qui est arrivé en France, qui a travaillé toute sa vie, qui a créé son entreprise. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise qui fait 60 personnes et il n'y a pas plus républicain et plus français que lui. C'est ça que je veux qu'on encourage, parce que ça, c'est le modèle. La majorité silencieuse, ce sont nos retraités. Regardez la façon dont ils parlent de vous. Vous êtes les nouveaux privilégiés. Mais les retraités n'ont pas volé leur retraite. Elle est le fruit d'une vie de travail, d'une génération qui a souvent travaillé beaucoup plus dur que ce que nous ne travaillons aujourd'hui, d'une génération qui n'a pas ménagé sa peine, qui a redressé et reconstruit notre pays, qui a élevé ses enfants et qui n'aspire qu'à une chose, pouvoir transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants le fruit d'une vie de travail pour pouvoir les aider à démarrer dans la vie sans être à nouveau ponctionnés par des droits de succession alors qu'ils ont déjà payé les impôts qui étaient très lourds. Et la vraie réforme des retraites, ça n'est pas d'augmenter la CSG, c'est de mettre une bonne fois pour toutes à égalité tous les régimes de retraite en France. C'est ça qui est attendu. Les familles silencieuses, ce sont celles qui portent le handicap. Vous savez, sur ce sujet-là, j'y suis très sensible, pour des raisons qui me sont personnelles. Notre famille politique a toujours fait avancer la cause du handicap. Toutes les grandes lois sur le handicap ont été faites par notre famille politique. Jacques Chirac le portait et ô combien dans sa chair. Nicolas a fait adopter dans les 5 plus grandes lois de son quinquennat une grande loi sur le handicap dès le début. Emmanuel Macron ne s'en occupe pas. Il n'en a pas parlé pendant le débat de la présidentielle. Il n'a rien fait depuis. Pris d'une main, repris de l'autre. Pourtant, il y a un tabou terrible dans le domaine du handicap. C'est le tabou du grand âge. C'est le tabou de ces parents qui ont un enfant handicapé et qui sont rongés par l'inquiétude en se disant « Qui veillera sur mon enfant quand je n'aurai plus l'énergie, quand je n'aurai plus la force, quand je serai en maison de retraite ou quand je ne serai plus là? Qui veillera sur lui quand je serai disparu ?» Il n'y a pas de réponse à ça. On n'a pas de structure aujourd'hui qui prenne en charge correctement cette situation. Pour ne prendre qu'un exemple, regardez dans le domaine de l'autisme, les grandes difficultés qu'il y a pour pouvoir trouver une place, pour héberger un enfant autiste. On n'a pas le droit d'être silencieux là-dessus. C'est le devoir de notre famille politique, et je vous le demande, à vous qui êtes les militants et les bénévoles de ma famille. Vous devez relayer et porter cette voix. Et vous ne devez jamais oublier que quand on fait cela, c'est nous qui grandissons. Vous savez, quand mon fils était en CP, il a eu un enfant handicapé qui a été accueilli dans sa classe. La maîtresse a été admirable. Certaines le sont, d'autres le sont moins. Et ils ont veillé à ce que cet enfant puisse être intégré avec tous les autres et suivre la même scolarité. À la fin de l'année, la famille nous a réunis, c'était un moment qui était poignant, et elle nous a dit merci. Et toutes les familles ont répondu, c'est nous qui vous disons merci. Parce que votre enfant a appris au nôtre la générosité, l'attention, le respect, le sens de la responsabilité. N'oubliez jamais cela. Quand on s'occupe du handicap, ce n'est pas les personnes handicapées qu'on aide, c'est les personnes handicapées qui nous font grandir. Je vous demande de porter cela dans votre engagement. Et enfin, mes amis, la majorité silencieuse dans notre pays, c'est celle qui ne supporte plus de voir l'identité de la France remise en cause.
Vous savez, notre pays est un pays extraordinaire. Un pays qui a su intégrer des familles qui venaient d'ailleurs et qui venaient chez nous avec des parents qui tenaient un discours extraordinaire. Et où ils disaient à leurs enfants, mon fils, ma fille, on vient dans un grand pays. On vient dans un pays qui nous donne notre chance. On vient dans ce pays pour travailler, pour travailler. Et à compter de ce jour, notre pays, c'est le pays où tu habites. Et je te demande de devenir plus français que les Français. Et je suis sûr qu'ici, bien des personnes pourraient témoigner de ce parcours d'intégration qui a fait qu'ici nous nous retrouvons en étant tous français, quelles que soient les origines ou les parcours qui ont été les nôtres. Et je suis fier de vous, et je suis fier de cette histoire d'intégration républicaine, parce qu'elle honore notre pays de la France. Mais aujourd'hui, certains ont laissé petit à petit se projeter une ombre sur ce qu'était cette intégration. Et nous emportons nous-mêmes une lourde part de responsabilité. Parce que petit à petit, on a laissé parfois un autre discours s'installer. Dans lequel parfois ceux qui viennent maintenant disent non seulement « je n'ai aucune intention de m'adapter à la France », mais c'est même l'inverse, « je veux que ce soit la France qui s'adapte à moi ». Je refuse cela. Parce que je pense que c'est un parcours d'échec. Parce que je pense qu'à l'arrivée, cela aboutit à constituer des ghettos. Je pense qu'à l'arrivée, cela fait que les gens ne s'intègrent plus et ne trouvent plus leur place dans la société française. Et je me bats résolument pour que l'on continue à développer cette idée aussi simple et pleine de bon sens, mais pourtant aussi difficile à porter par rapport aux médias français. Quand un étranger vient en France, c'est à l'étranger de s'adapter à la France. Ça n'est pas à la France de s'adapter à l'étranger. Et cela suppose que nous reprenions notre fierté. Cela suppose que nous retransmettions l'histoire de la fierté de la France. Et tout le monde peut y adhérer. Parce que c'est ce qui fait la noblesse de la France. La France permet à tous ceux qui adhèrent à ses valeurs de devenir français, mais à condition qu'on y adhère. Ça suppose que quand on enseigne dans nos manuels d'histoire, on enseigne la fierté de l'histoire de France, au lieu de tomber dans cette culture de la repentance que je déteste. Ou quand vous ouvrez, quand j'ouvre le manuel de mon fils qui a 14 ans, qu'est-ce que je découvre? Mais qu'on enseigne l'histoire de France que par les pages sombres, qu'on ne cesse de s'excuser comme si on était honteux, que l'histoire de France devient une longue série de repentances depuis les croisades jusqu'à la collaboration. On a vraiment l'impression qu'on a eu un pays qui a toujours été du mauvais côté. La France n'a jamais été du côté des dictatures. Non, monsieur Macron, la France n'a jamais fait de crimes contre l'humanité. La France est dans un histoire et porteur de cette histoire. Et il y a ici des amis qui pourraient témoigner de ce qu'est cette histoire de la France, y compris parfois dans ces pages douloureuses. Et je demande que nous arrêtions cette culture de la repentance qui oublie aussi les drames qu'a subi parfois la France de l'autre côté de la Méditerranée et certains de ceux qui l'ont vécu dans leur chair, et je pense notamment à leur fille. Ce que je veux, c'est que nous retransmettions l'histoire de la France dans son intégralité. Parce que la France est une belle histoire, parce que la France est une belle culture, et parce que ce que je veux, c'est que nous fassions à nouveau aimer notre pays. La France, c'est Stendhal et Molière. La France, c'est Jaurès et De Gaulle. La France, c'est Versailles et Auvers-sur-Oise. La France, c'est le Tour de France et les impressionnistes. La France, c'est les tirailleurs sénégalais et les maçons marocains. La France, c'est la laïcité dans nos écoles et les clochers dans nos villages. La France, c'est à la fois les racines chrétiennes, et l'on peut dire cela tout en respectant toutes les religions, et en même temps l'héritage féminin. C'est cela la France. La France est un pays qui doit savoir qu'il a écrit de grandes pages d'histoire et qui, parce qu'il le sait, pourra en écrire de nouvelles. La France est un pays dans lequel le passé n'est pas une nostalgie, mais une promesse d'avenir. Oui, il faut à nouveau faire aimer la France. Alors mes amis, j'ai besoin de vous pour que nous retrouvions la fierté, l'enthousiasme et l'énergie.
J'ai besoin de vous pour que de cette élection sorte un résultat qui soit sans conteste possible et qui permette ensuite toutes les refondations, parce qu'à chaque fois que nous avons eu un résultat étriqué, cela a été une catastrophe pour notre famille politique. J'ai besoin de vous pour que nous écrivions ensemble une de ces belles pages d'histoire dont seule notre famille politique a le secret. Celle dans les moments où tout semble abattu, où tout espoir semble perdu, et où nous sommes allés chercher au fond de nous-mêmes les nouvelles victoires et les nouvelles batailles. Celle qu'a eu le général de Gaulle lors de l'appel de Londres, celle qu'a eu Jacques Chirac en 1981 après cette funeste élection présidentielle, et celle qu'a eu Nicolas Sarkozy en 2004 quand il nous a apporté l'une de nos plus belles victoires politiques. C'est à cela que je vous invite, c'est cette reconquête que nous devons bâtir ensemble. C'est une France qui se retrouve pour réussir et qui puisse à nouveau dire vive les Républicains et vive la France. Nos fils et nos compagnes.